Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux, Catherine et moi, d'animer le webinaire de ce soir sur les droits de la nature et sur cette reconnaissance pénale pour les écocides qu'on attend toutes et tous. Et donc, disons que l'heure et demie qui est devant nous, on va pouvoir rentrer un peu dans ces questions-là avec trois invités de marque prestigieux. Valérie Cabanès, Marie Toussaint et Samuel Gogolati qu'on présentera un peu plus tard. Merci Bertrand de cette présentation. Donc effectivement, on a un panel de trois invités, trois intervenants de renommée. Donc je vais commencer par Valérie. Merci d'abord d'être là. Et puis maintenant, je vais vous donner la parole et puis aussi vous dire aussi que vous êtes aussi une Française de l'étranger. Vous avez beaucoup voyagé à l'étranger, vous avez vécu à l'étranger. Donc vous savez, vous connaissez un petit peu notre communauté et la communauté qui va vous écouter ce soir. Donc je vous laisse la parole en nous parlant de la notion d'écocide. Donc je pense que maintenant, c'est à vous. Merci Catherine, merci Bertrand et bonsoir à tous. Oui, je vais peut-être planter en fait le décor, on va dire, et commencer à vous parler de ce qui avance depuis surtout un an ou deux, mais ce sera effectivement complété par Marie et Samuel qui sont sur le front quotidiennement pour que ce concept avance. En fait, c'est un concept, bon, le terme écocide, pour ceux qui n'ont jamais entendu, même s'il devient quand même de plus en plus populaire, vient étymologiquement du grec et du latin, donc oikos, la maison, et kaedere, le fait de tuer. Il s'agit de détruire la maison commune. Vous voyez bien que c'est des néologismes en lien avec la notion de génocide. Pourquoi ? Parce que la première fois qu'il a été discuté, en fait, véritablement, l'idée de créer un nouveau crime qui s'appellerait l'écocide, c'est une discussion qui a eu lieu il y a longtemps, absolument pas récemment, et qui a eu lieu aussi en lien avec des actions de guerre, en particulier l'usage de l'agent orange par l'armée américaine, et le fait donc que l'armée américaine a voulu défolier, donc a utilisé un défoliant, un biocide sur les forêts du Vietnam, mais aussi du sud Laos et du sud Cambodge pour enlever les feuilles des arbres et démasquer les combattants. Sauf que cette dioxine s'est insérée dans les sols, est toujours présente dans les sols au Vietnam, et des enfants naissent encore avec des malformations. Et donc, à l'époque, déjà, dès 66, un biologiste qui s'appelait Arthur Galston, qui avait travaillé sur ces herbicides en 42-43, dans le cadre de son doctorat, a dénoncé cet écocide au Vietnam en utilisant le terme. Il a ensuite été utilisé de manière politique, si je puis dire, à l'ouverture de la conférence des Nations Unies de 1972 sur l'environnement, le premier sommet de la Terre, à Stockholm, par le Premier ministre suédois Olof Palme, qui a décrit la guerre du Vietnam comme un crime qualifié d'écocide et qui devait requérir une attention internationale. Suite à cela, un professeur de droit international à Princeton, le professeur Richard Falk, a proposé donc une convention internationale sur le crime d'écocide et de l'élever au même rang que le génocide à travers la rédaction de cette convention, en qualifiant l'agent orange d'Auschwitz aux valeurs environnementales. Ce qui se passe depuis cette époque, c'est effectivement que depuis 1972, depuis le premier sommet de la Terre, c'est que la dégradation des conditions de la vie sur Terre, la crise écologique, la crise climatique, ont amené de plus en plus de juristes et de militants à se dire qu'il fallait non pas seulement reconnaître les crimes contre l'environnement les plus graves en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Et donc, c'est des discussions qui ont eu lieu pendant toute une décennie
lors de la rédaction du statut fondant la Cour pénale internationale, le statut de Rome, qui a été donc longuement discuté et élaboré durant les années 90, et où il y a eu des passes d'armes, si je puis dire, entre les États pour déterminer si, l'écocide pouvait rentrer dans le statut en tant que crime autonome, ou alors l'inscrire comme crime de guerre ou comme crime contre l'humanité. Et malheureusement, n'a été retenu à cette époque que les crimes contre l'environnement en temps de guerre, l'article 8 du statut de Rome. Et ça, sous la pression de certains États puissants comme la France, les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui voyaient une menace à leurs intérêts économiques, voire même pour la France probablement à ses intérêts énergétiques nucléaires. Donc c'est un sujet qui est sur la table. Il n'y a pas de définition précise aujourd'hui parce que chaque juriste, dont moi d'ailleurs, avons proposé une définition en s'appuyant, je dirais, sur un contexte du moment. Il y a eu donc plusieurs initiatives françaises, celle de Laurent Néré, qui a proposé aussi une convention sur le crime d'écocide. Il y a l'initiative de Polly Higgins, qui est une avocate écossaise qui a, elle, proposé à la Commission du droit international de reconnaître le crime d'écocide, mais par la Cour pénale internationale. Et dans son sillage, j'ai travaillé avec d'autres juristes sur une proposition d'amendement au statut de Rome qui permettrait d'une part de reconnaître les crimes graves faits à l'environnement naturel en temps de paix, mais en pouvant poursuivre non pas seulement des dirigeants politiques ou des dirigeants de guerre, mais aussi des dirigeants économiques et des entités morales. Et ça fera le lien avec le titre de ce webinaire, en reconnaissant un statut juridique aux communs naturels, que sont les grands communs naturels que sont l'atmosphère, les pôles, les grands fleuves transfrontaliers, les espèces migratrices, de manière justement à être en capacité de répondre aux enjeux du moment et donc à lever l'impunité des plus gros pollueurs, de ceux qui détruisent donc la nature de manière inconsidérée et souvent quasi délibérément, dans le sens où nul aujourd'hui ne peut nier connaître les effets du changement climatique ou les effets de la sixième extinction, enfin, des activités polluantes ou destructrices qui ont un impact sur cette sixième extinction de masse dans laquelle nous sommes engagés. Voilà, donc ce qui se joue aujourd'hui, et je dirais qu'il y a eu un moment clé pour moi qui a été les feux en Amazonie, et d'ailleurs même la prise de position d'Emmanuel Macron à l'international en qualifiant ces feux d'écocide. Et ça a été repris par la presse internationale. Et je dirais qu'il s'est un peu tiré une balle dans le pied, dans le sens où depuis, ça le poursuit. Ça le poursuit de différentes manières. Alors, au niveau international, il y a eu plusieurs événements marquants depuis un an. En octobre 2019, le pape lui-même, lors du 20e congrès du droit pénal international devant 200 grands juristes internationaux, a demandé à la reconnaissance du crime d'écocide de manière très formelle et très précise et très claire. Suite à cela, le mois suivant, lors de l'Assemblée générale des États partis à la Cour pénale internationale, nous avons organisé avec la fondation Stop Écocide, qui est une fondation internationale, plusieurs conférences, mais à la grande surprise générale, 2 États partis à la Cour pénale internationale ont appelé lors de l'Assemblée générale à sérieusement considérer le fait de reconnaître le crime d'écocide et à engager des négociations et un travail d'élaboration d'une définition. Il s'agit du Vanuatu et des Maldives, comme par hasard, 2 États insulaires qui sont en première ligne du changement climatique et de la montée des eaux en lien avec le changement climatique. Ensuite, Macron a de nouveau
abordé la notion de crime d'écocide pendant effectivement la réunion qu'il a eue en janvier 2020, avec les citoyens de la Convention climat en France, en expliquant qu'il partageait cette ambition d'établir un crime international d'écocide. Et pendant les mois qui ont suivi, les citoyens de la Convention se sont dit que, à l'image d'autres pays dans le monde qui reconnaissent déjà le crime d'écocide dans leur droit national, pourquoi ne pas, je dirais, être exemplaire, montrer ce chemin et ont donc proposé que la France soit un des premiers pays occidentaux à reconnaître le crime d'écocide en droit pénal national. Et ils ont donc posé cette proposition dans les 149 recommandations qu'ils ont faites en juin. C'est assez mémorable parce qu'ils l'ont voté à 99,3% et ils ont demandé, pour être sûr que cela passe, que ça passe à référendum avec un projet de loi qu'ils avaient élaboré avec l'aide de plusieurs juristes, de plusieurs associations, dont moi, mais voilà, des associations comme Notre Affaire à tous, comme Why Legal. Effectivement, je laisserai Marie commenter ce qui se passe au niveau de ce que propose aujourd'hui le gouvernement suite à ces recommandations en France. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je dirais que cette publicité qui a été faite a permis, par exemple aussi à Samuel en Belgique, d'amener ce sujet sur la table. Il va vous en parler tout à l'heure. Marie travaille aussi beaucoup au niveau du Parlement européen pour faire avancer ce sujet. Et puis, au niveau de la Fondation Stop Écocide qui porte une campagne internationale là-dessus, je vous invite d'ailleurs à aller visiter le site de Stop Écocide qui existe en français. Et vous pourrez trouver une pétition internationale demandant la reconnaissance du crime d'écocide qui, en fait, est surtout adressée en fait, aux États partis à la Cour pénale internationale pour qu'ils acceptent d'aider les États comme le Vanuatu, comme les Maldives, mais aussi beaucoup d'États du Pacifique qui sont en train de demander à entrer à ratifier le statut de la Cour pénale internationale pour être force de proposition et une force politique en même temps. Et donc, en juillet dernier, Greta Thunberg a gagné un prix d'1 million d'euros et elle a décidé de reverser à la Fondation Stop Écocide une partie de son prix. Et grâce à cela, nous avons décidé donc de mettre en place un comité d'avocats internationaux, de juges internationaux, pour travailler sur la définition du crime d'écocide et en choisissant des personnalités qui, je dirais, sont d'une part internationalement connues et qui ont un parcours qui leur donne une véritable crédibilité. Donc c'est un comité qui va être présidé par l'avocat international Philippe Sands et la juge internationale Florence Mumba. Ils ont, donc je vais vous citer un petit peu les noms pour que vous compreniez, ils vont avoir à leur côté un ancien juge de la Cour pénale internationale, Tuiloma Neronislad, qui est originaire de Samoa, dans le Pacifique, là aussi d'un État insulaire. Ils vont avoir aussi l'aide de Pablo Farardo, qui a été l'avocat équatorien qui a défendu les victimes de Texaco Chevron, qui a détruit une grande partie de la forêt amazonienne par une pollution diffuse permanente de pétrole en Amazonie. Par des professeurs aussi comme Christina Voigt de l'Université d'Oslo, qui est présidente du groupe de spécialistes sur le changement climatique de l'UICN, par Richard Rogers, qui est un avocat pénal international qui a énormément défendu de cas, en particulier au Cambodge, de déplacements forcés de population en lien avec la destruction de leurs conditions de vie et de l'environnement, et qui essaye de faire avancer au sein de la CPI le fait que les crimes contre l'environnement puissent être reconnus comme des crimes internationaux graves en temps de paix. Il va y avoir aussi le directeur de la fondation FIFGAR, qui est un célèbre avocat, qui a été fondé par le célèbre avocat pénaliste Balthazar Galston.
Et je vais collaborer avec ce groupe, voilà, pour que durant cette année qui vient, nous puissions avoir une définition solide en s'appuyant sur les travaux qui ont été menés par plein de juristes depuis une trentaine d'années. Et nous continuerons donc à faire avancer ce sujet au sein de la CPI, je l'espère. Et en même temps, nous aidons quand c'est nécessaire, donc les députés qui font avancer ce sujet, comme Marie et comme Samuel, soit au niveau de l'Europe, soit au niveau de leur propre pays. Voilà, je vous remercie. Merci Valérie. Écoutez, on va peut-être continuer avec Marie, à moins qu'on prenne des questions tout de suite ou on attend les questions après. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce que vient de nous présenter Valérie? Non? Pas de questions? Pas pour l'instant, a priori, donc peut-être qu'on peut gentiment poursuivre, Catherine. Oui, et j'ai envoyé d'ailleurs le lien sur Stop Écocide. Effectivement, il y a la pétition à signer qui est en ligne. Marie, je vais vous donner je vais vous donner la parole maintenant pour continuer donc sur effectivement votre travail au niveau du Parlement européen en tant que députée verte. Et aussi, et là j'aimerais aussi qu'on en parle, parce que Valérie n'en a pas parlé, mais Valérie est aussi cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous. Et donc, il y a une action en justice qui est menée par cette association, cette ONG. Donc, je pense que Marie va pouvoir nous en dire un mot et nous dire aussi son actualité, parce que ça a bougé. Il y a eu quelque chose qui a été décidé le 4 décembre. Donc, je pense qu'il y a des informations que nous allons avoir récentes concernant cette action en justice contre l'État français. Marie, je vous laisse la parole. Merci Catherine, merci Bertrand, et merci d'abord pour votre invitation et puis d'être tous, toutes et tous là ce soir. Voilà, ouais, je vais compléter Valérie parce qu'elle vous a fait un grand tour d'horizon. Et juste pour signaler qu'en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'écocide en 2011-2012 et qu'en tapant sur Internet, donc je faisais mon mémoire, j'avais repris mes études et je faisais mon mémoire de master sur la question de l'écocide, et en tapant sur Internet, je suis tombée sur Valérie et voilà, après, je ne l'ai plus lâchée. Et elle était déjà bien au front, bien comme il fallait. Et je pense que voilà, c'est aussi des parcours de femmes inlassables qu'il faut voilà, suivre du début à la fin. Bon, je ne vois plus Valérie, elle a disparu, mais voilà. Et, et du coup, peut-être pour reprendre du coup dans l'autre sens et revenir vers ce que racontait Valérie, effectivement, en fait, voilà, il y avait une équipe, Valérie et d'autres, qui s'occupaient de faire beaucoup de plaidoyers sur les chefs d'État pour la reconnaissance de l'écocide. Il y a eu un moment, Valérie pourra peut-être vous revenir sur cette histoire tout à l'heure, mais on a cru que le Burkina Faso, par exemple, allait porter la proposition de reconnaissance de l'écocide et que ça y est, on avait trouvé notre État leader qui allait débarrasser la table pour qu'on puisse enfin parler de la reconnaissance de ces crimes. Et puis en fait, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, et à ce moment-là, il y a eu une grande victoire qui nous a beaucoup inspiré, qui était la victoire de Urgenda aux Pays-Bas pour inaction climatique contre les Pays-Bas. C'est une histoire dont on entendait très peu parler au début. Il fallait être intéressé par ces questions de justice climatique et environnementale. Et puis après, en 2018, quand ils ont eu leur procès final et qu'ils ont gagné, là, ça y est, tout le monde regardait. Mais au début, c'était quand même assez confidentiel. Mais nous, on l'a vu. Et on s'est dit, bon, ben voilà, il y a le plaidoyer, mais on peut peut-être aussi gagner par des actions en justice. Et en fait, la réflexion, c'était de se dire, si on arrive à faire évoluer, puisque le droit, on peut le faire évoluer de deux manières, soit en écrivant de nouveaux textes, soit en faisant évoluer la jurisprudence et les décisions dans les tribunaux. Et donc, on s'est dit, on y va, on essaye, on prend cette question du climat, c'était au moment de la COP21, donc le climat était sur toutes les lèvres et faisait l'objet de grosses mobilisations sociales. On commence par là, mais à terme, ce qu'on veut faire reconnaître, c'est vraiment l'écocide et les droits de la nature, parce qu'une fois qu'on a fait reconnaître ça, on a créé ces obligations d'agir pour les États, on a reconnu les droits aussi climatiques, environnementaux des êtres humains, bon, voilà. Et donc, c'était le chemin dans lequel on s'est lancé, et encore une fois, à l'époque, ça restait confidentiel, mais en fait, on n'a pas été les seuls du tout à avoir cette idée-là, parce que partout à travers le monde, on fleurit les actions en justice climatique et les actions pour les droits de la nature. Donc, en gros, entre 2007 et 2012, il y a un moment qui est né, qui s'est formé et qui a fait des tas et des tas et des tas de bébés depuis. On est d'ailleurs très en lien les uns avec les autres.
sachant que c'est deux milieux qui ne se parlent pas tout à fait quand même, les acteurs de la climate litigation, comme on dit, les actions en justice climatique, et les acteurs d'une part, les acteurs du climat et des droits de la donc le climat d'un côté, les droits de la nature et les écocides de l'autre. Mais c'est vrai que nous, on essaye de faire les liens et de plus en plus, on voit quand même que le lien est en train d'être fait entre les deux. Mais voilà, Valérie vous a parlé de quelques-unes de ses victoires. Sur le climat, on a eu les Pays-Bas, on a eu le Pakistan. On a eu de premières victoires aux États-Unis, alors au niveau fédéré. On a des victoires partielles parfois. On a eu la victoire de Death Row en Grande-Bretagne. Et puis, on a eu cette première décision plutôt positive, mais non définitive, au Conseil d'État français il y a 15 jours sur l'affaire Grande Sainte et Damien Carême contre France, qui reprochait en fait au gouvernement, en l'occurrence, de ne pas agir assez pour le climat, contre le dérèglement climatique. Et pour l'affaire du siècle, eh bien, on aura une audience le 14 janvier à 13h45 qu'on attend avec beaucoup d'anxiété et d'impatience. Et puis, on devrait avoir la décision finale dans les 15 jours qui suivent cette audience. Donc, normalement, d'ici fin janvier, on aura notre réponse sur l'affaire du siècle. Et il se trouve que le Conseil d'État n'a pas répondu du tout à tous les arguments qu'on a soulevés dans l'affaire du siècle. D'abord, ce n'était pas tout à fait les mêmes... C'était pas les mêmes démarches. Nous, on sera devant le tribunal administratif. On a fait un recours en carence fautive. Bref, si vous voulez des détails juridiques, on pourra en rediscuter après. Mais c'était pas tout à fait les mêmes démarches. Mais il y a quand même évidemment des arguments qui se retrouvent. Et c'est vrai que le Conseil d'État a reconnu que nous devions être recevables, ce qui est la première étape. Et que par ailleurs, nos craintes de voir la France ne pas respecter ses objectifs climat sont effectivement fondées. C'est aussi reconnu par le droit. Et peut-être bien qu'il y a une obligation d'agir pour l'État. Voilà, donc voilà où on en est, mais il n'y a pas eu que les actions en justice climatique, il y a eu toutes les actions pour les droits de la nature, et partout on voit des avancées, soit par la loi, soit par la jurisprudence, effectivement, qui vont dans le sens de droits environnementaux accrus pour les humains, d'obligations accrues pour les États, et fait rare, suffisamment pour être souligné, la Cour européenne des droits humains, en répondant aux 6 jeunes Portugaises et Portugais qui avaient demandé à ce qu'elle agisse pour rappeler 33 États européens à l'ordre sur leur action climatique, eh bien, elle a jugé que leur action devait être traitée. Ce n'est pas encore la recevabilité, mais c'est quand même une première vraie victoire. Elle a donné un caractère d'urgence à cette plainte et elle a indiqué qu'en plus de l'action des États, il fallait aussi s'interroger sur la manière dont le secteur privé, les entreprises sont encadrées. Ça rejoint d'ailleurs une action qu'on a lancée en France, toujours avec notre affaire à tous contre Total, avec une quinzaine de collectivités, en disant que les entreprises doivent être, puisqu'elles sont dotées, elles, contrairement à la nature, d'un statut légal, elles sont des entités fictives reconnues, qui ont des droits, mais qu'elles devaient aussi avoir des devoirs, et les mêmes devoirs que les citoyens, c'est-à-dire d'œuvrer à la protection du climat, elles aussi. Voilà, donc on a toutes ces propositions qui vont dans le même sens. Alors évidemment, il y a aussi des actions contre nous. On pense notamment, Valérie parlait de Chevron Texaco, eh bien, la décision du tribunal d'arbitrage international qui impose à l'Équateur d'ici le 16 décembre prochain de payer des amendes, des frais, parce que la décision qui a été prise sur l'indemnisation des victimes n'était a priori, soi-disant, pas légale, parce que le pays était soumis à un accord d'investissement, un accord d'arbitrage, ou encore le harcèlement qui est fait contre un autre des avocats, Steven Donziger, aux États-Unis, qui est assigné à résidence avec un bracelet électronique au pied depuis des mois sans véritable raison. Voilà, donc ça, c'est la situation qui n'est pas sans rappeler les 200 défenseurs et défenseuses de l'environnement qui sont tués chaque année dans le monde, qu'il faut aussi rappeler. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, face à ça, évidemment, en plus de ça, je dirais, évidemment, on a d'autres initiatives. Valérie a parlé de l'initiative pour la CPI, Stop Ecocide. Donc, il faut aussi mettre les liens, je ne sais pas si vous les avez mis, mais il y a stop-ecocide.fr et stopecocide.earth, voilà, avec une pétition à signer. Là, en ce moment, j'essaye de demander à tout le monde aussi de signer une pétition sur mon site qui a vocation à aller voir les députés européens et leur dire de reconnaître l'écocide. On a eu une première victoire il y a quelques semaines, une deuxième hier. J'espère qu'on en aura une jeudi, mais je reviens sur ce qui se passe au niveau européen juste après. Et puis, on mène le travail aussi, effectivement, en France, en réaction à la proposition du gouvernement. Alors, le gouvernement, là où il tient le pompon, quoi, c'est que non seulement il ne propose pas de reconnaissance de l'écocide,
Ouais, tu ris, Valérie, parce que c'est pas la bonne expression. Oui, je me mélange souvent dans les expressions. Mais il ne reconnaît pas le crime d'écocide. Il prétend reconnaître un délit d'écocide, alors qu'en fait, il n'en est rien. C'est un délit de pollution généralisée qui est certes bienvenu, mais qui ne correspond pas à la définition discutée depuis 50 ou 60 ans de l'écocide au niveau international. Mais en plus de ça, il ne reconnaît même pas les crimes et les délits autonomes contre l'environnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a encore de sanctions pénales et il n'y aura avec ces deux délits de sanctions pénales qu'en cas de non-respect d'un arrêté, par exemple, préfectoral. Et on sait combien les arrêtés préfectoraux s'amusent avec les règles déjà pour éviter de trop protéger l'environnement et pour protéger un petit peu les intérêts économiques. Je ne parle pas de tous les préfets, mais enfin quand même, c'est ce qu'on trouve avec régularité. Voilà, donc il y a toutes ces... Marie, pardon, si je peux me permettre de te couper, c'est des points hyper importants là que tu mentionnes, excuse-moi. Ouais. Hein. Est-ce que tu peux juste revenir un tout petit peu en arrière sur la dimension un petit peu peut-être juridique, qui est quelquefois un petit peu compliquée à comprendre, donc au niveau de la récente décision. Tu es en train d'accélérer. Non, c'est parfait. Juste nous réexpliquer là un petit peu au niveau français, en fait, la récente décision, en quoi est-ce qu'elle ne correspond pas aux attendus de vos engagements? Ok. On peut aussi avoir une discussion juridique sur les droits de la nature. Je pense qu'avec Valérie, on serait heureuse de rentrer là-dedans. Mais après, le temps passe, le temps file. Donc, il y a ce crime d'écocide qui est quand même discuté, qui a été défini par Monsieur Galston, qui est un biologiste américain qui a créé la dioxine pour aller vite. Donc, il s'en est beaucoup voulu, il s'en est mordu les doigts. Et puis après, il a appelé le président des États-Unis à ne pas utiliser la dioxine ou à cesser d'utiliser la dioxine pour décimer les populations et les forêts du Vietnam, ce que Valérie vous a raconté tout à l'heure. Et puis après, ça a été discuté par la Commission du droit des Nations Unies. Et donc là, la définition a été un petit peu modifiée. Valérie a dit, hein, chaque personne a sa définition finalement. Donc bon. Mais ça a quand même toujours revêtu peu ou prou le même sens. Ce sont les graves atteintes à l'environnement qui mettent en danger la sûreté de la planète. À peu près, c'est ça que ça veut dire. Et ce que propose le gouvernement français, en faisant une grande opération de communication, c'est de créer deux choses. D'abord, un délit, ce sera d'ailleurs l'article 1er qui sera présenté, un délit de mise en danger de l'environnement, qui n'existe pas encore, alors que la directive européenne de 2008 visant à la protection de l'environnement par le droit pénal évoquait quand même la nécessité de déjà reconnaître ce délit dans les États membres. Première chose. Deuxième article, un délit de pollution généralisée qui existe déjà pour la pollution de l'eau et qui intégrerait désormais le sol et l'air, sachant que quand on parle d'air en France, dans les textes de loi, dans la jurisprudence, on regarde le taux de particules fines, par exemple. On regarde la question de la pollution telle qu'elle est généralement entendue quand on parle de pollution de l'air, de problèmes respiratoires, etc. On ne regarde pas et on ne répond pas du tout à la question de l'atmosphère et du climat, et du taux de CO2 et de méthane et compagnie qui sont diffusés dans l'atmosphère. Donc, en plus de ça, il y a vraiment quelque chose où c'est de l'esbrouf, de la manipulation, parce qu'évidemment, quand la Convention citoyenne demande la reconnaissance du crime d'écocide, c'est quand même dans un contexte où on leur dit qu'est-ce qui pourrait aider à protéger le climat. Et bien là, on nous fait deux propositions, dont l'une, en tout cas de manière évidente, n'a aucun lien avec le climat. Je rentre encore dans les détails techniques. Je dis, si on estime qu'on est dans un monde, qu'on vit dans un monde, qu'on doit vivre dans une société qui reconnaît la valeur intrinsèque de la nature. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes qu'une partie du vivant, mais que nous faisons un avec le vivant. Alors, on arrête, on met un coup d'arrêt à la philosophie qui est la nôtre depuis les Lumières, qui est celle qui dit que l'être humain doit se détacher de la nature et la dominer pour pouvoir être pleinement libre. Et donc, si on fait ce pas de géant-là qu'il nous faut absolument faire si on veut pouvoir survivre dans les siècles, mais même les décennies qui viennent, alors il faut condamner les atteintes à la nature pour ce qu'est la nature, en tant que telle, en soi, de manière autonome. C'est ce qu'on a fait en France quand le juge, d'abord, encore une fois, a reconnu le préjudice écologique en 2012 dans l'affaire de l'Erika, puis en l'inscrivant dans la loi en 2016. Et donc aujourd'hui, on a une protection des écosystèmes en matière civile. Donc il peut y avoir un dédommagement et une réparation. Par contre, la France ne condamne toujours pas et ne condamnera pas avec ces deux délits les atteintes à l'environnement en tant que telles, ni moralement, ni donc pénalement, puisque c'est bien ça qu'est le droit pénal. C'est une condamnation sociétale d'un acte, d'une action qui relève à nos yeux du droit pénal. Voilà, et bien ça, il n'y aura toujours pas.
parce que ce qui est prévu, ce qui est déjà condamnable et ce qu'il est prévu de condamner en élargissant un petit peu, à la fois en augmentant la dureté des sanctions et en augmentant un peu le scope, l'horizon de ce délit, c'est de sanctionner le non-respect des règles administratives. On a des exemples tout bêtes, par exemple Lubrizol. Si l'entreprise, les enquêtes sont encore en cours, hein, donc je suppute, mais si l'entreprise a respecté tous les arrêtés préfectoraux et les règles de vigilance existantes, dans le cas où elle l'aurait fait, alors il n'y aurait aucune sanction pénale possible. Et il y a des tas d'autres exemples qu'on pourrait donner dans tous les domaines, sur les cours d'eau, dans tous les écosystèmes, dans les forêts, etc., de tels actes. Et c'est pour ça que je soulignais tout à l'heure que les préfets sont donc garants finalement de l'existence de ce droit pénal, ce qui ne va pas du tout pour deux raisons. D'abord parce que les procédures en matière pénale sur les atteintes à l'environnement sont extrêmement longues, parce qu'il faut d'abord attendre qu'il y ait eu résolution des enquêtes sur le respect administratif, tout ça, et qu'ensuite on peut seulement passer au pénal. Donc c'est pour ça que la répression environnementale est la moins bien traitée en France, de tous les domaines, c'est la moins bien traitée. Voilà. Par ailleurs, on a un souci divers parce que les préfets auront, et la loi aussi, hein, mais le législateur et les préfets auront une marge de manœuvre énorme pour juger que, par exemple, le nucléaire, c'est pas grave, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas de condamnation pénale. Pour juger que, telle entreprise... parce que vous savez, ce qui se passe beaucoup en ce moment, c'est que quand même, les préfets donnent des autorisations, on porte plainte contre des projets, par exemple de centres commerciaux. Le tribunal peut dire ah bah tiens, effectivement, c'était pas respecté. Et puis hop, le préfet, il fait changer les papiers, il fait changer 3 lignes sur le papier, puis il redonne une autorisation. Enfin, globalement, c'est ça qui se passe. C'est ça qui s'est passé à la Med avec Total, c'est ça qui s'est passé à Gardanne, pas avec les Boues-Rouges, mais avec une autre usine. Bref, c'est ça qui se passe tout le temps. Donc là, on aura encore ça. Voilà, donc je pourrais continuer beaucoup, mais je vais m'arrêter là-dessus et passer à la partie européenne, puis après laisser la parole à Samuel aussi. Mais en tout cas, on est très très loin de la reconnaissance de l'écocide, mais aussi d'une vraie condamnation des atteintes à la nature. Et j'en profite pour dire au passage quand même que l'Italie a intégré les crimes et les délits autonomes contre l'environnement dans son code pénal en 2015. Et donc, on est vraiment, vraiment en retard en France, qu'on prétend avancer, alors qu'en fait, on est juste en train de mettre en œuvre pleinement la directive de 2008, et ce, au moment même où on prévoit la révision de la directive, puisqu'au second semestre 2021, on aura cette révision de la directive au niveau européen. Et donc, j'en termine par là. La révision de cette directive, c'est une vraie opportunité pour pousser à la reconnaissance de l'écocide dans le droit européen. Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, la meilleure manière de le faire. Ce qu'il faudrait, c'est un règlement à part entière dédié à la reconnaissance de l'écocide. Mais en tout cas, on a cette opportunité-là de mettre la question des crimes environnementaux sur la table. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train d'étudier. Et on commence à être quand même un petit groupe d'eurodéputés à essayer de déposer des amendements pour la reconnaissance de l'écocide, d'une part au niveau international, et c'est ça qu'on obtiendra en premier. D'autre part, dans le droit de l'Union, et j'espère qu'on l'obtiendra bientôt. Mais en tout cas, on porte ces propositions-là. Pour l'instant, ce qui a été adopté dans les commissions, c'est le fait que le Parlement demande officiellement la reconnaissance de l'écocide au niveau international, plutôt son inscription au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ça aiderait quand même la bataille au niveau planétaire, mais aussi... on a cette bataille sur l'inscription de l'écocide dans le droit interne, si possible avec une compétence universelle. C'est là aussi où les Françaises et les Français de l'étranger peuvent nous aider à avancer sur ces questions-là. Et voilà, et on espère que ça va marcher. Et on est en train vraiment de s'organiser au sein du Parlement pour faire en sorte que ça avance. Peut-être la dernière chose, c'est qu'effectivement, en octobre, on a aussi lancé une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide, avec Samuel ici présent, avec quelques européennes et européens, mais aussi avec la sénatrice Kulamat des Philippines, le sénateur Agostinho du Brésil. Et en fait, c'est important de faire ça parce qu'on va s'appuyer évidemment sur le travail que vont faire Valérie et le reste du panel. On doit nourrir aussi la mobilisation sur la pétition et on doit se soutenir les uns les autres. Parce qu'on est plus fort, d'abord si on agit en même temps, parce qu'on peut partager l'expertise et les expériences, se soutenir les uns les autres dans nos initiatives sur le terrain. Et aussi, je dois dire, c'est assez utile parce que pour M. Agostinho et encore plus pour Mme Kulamat, ils et elles font de la politique dans des pays dans lesquels c'est parfois très difficile
notamment de défendre les droits de la nature et les droits des peuples autochtones. Et donc, ils peuvent aussi avoir besoin de notre soutien de temps en temps. Ça peut leur assurer une protection. Et donc, c'est ce à quoi on essaye d'œuvrer ensemble. Je m'en arrêterai là pour cette fois. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Même si on a eu un petit côté technique, j'espère que tout le monde a été. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat et Marie pourra revenir sur ce qu'elle vient de nous expliquer. Et puis là, je vais donner la parole à Samuel, parce que là on est passé donc, sur la reconnaissance de l'écocide au niveau international, au niveau de l'Union européenne. Et Samuel, vous allez nous parler de l'action que vous avez mise en place en Belgique au mois de juillet. Donc, je vais vous donner la parole maintenant. C'est à vous, Samuel. Merci beaucoup Catherine et merci Bertrand pour votre invitation et pour l'organisation de ce super webinaire. Ça me fait vraiment plaisir de retrouver Valérie et Marie. Valérie, d'abord parce que c'est grâce à elle, hein, vraiment il faut le dire, c'est grâce à elle et à son action et à son travail sur la reconnaissance du crime d'écocide que moi j'ai pu proposer cette initiative parlementaire en Belgique. Et d'ailleurs, Valérie était là le jour du dépôt officiel en plénière à la Chambre des représentants à Bruxelles. Elle avait fait le déplacement de France justement pour venir nous aider en Belgique à faire connaître cette initiative. Et puis Marie, ça me fait plaisir de la voir puisque nous étions encore à midi ensemble en réunion justement pour cette fameuse alliance interparlementaire sur la reconnaissance du crime d'écocide. Alors, c'est chouette aussi de vous retrouver parce que Valérie, depuis le dépôt et le lancement de cette initiative parlementaire en juillet, eh bien, j'ai des bonnes nouvelles à partager avec vous. Parce que vous le savez peut-être, mais depuis 2 mois, nous avons un nouveau gouvernement fédéral en Belgique, un gouvernement fédéral avec 7 partis, dont Écolo et Groen du côté flamand. Et donc, 2 partis qui ont demandé durant les négociations gouvernementales 2 avancées majeures pour la reconnaissance du crime d'écocide, à la fois dans le droit interne, et donc dans notre code pénal au niveau domestique, au niveau belge, mais aussi, comme Marie et Valérie en ont parlé, aussi au niveau international. Et là, ce qui nous semble aujourd'hui être la voie la plus pragmatique, ce serait effectivement un amendement du statut de Rome, de la Cour pénale internationale à La Haye pour pouvoir reconnaître ce crime d'écocide aussi au niveau international. Et ce qui est positif, c'est vraiment que non seulement c'est maintenant noir sur blanc officiellement dans l'accord de gouvernement conclu par ces 7 parties, mais chaque ministre, le ministre de la Justice, la nouvelle ministre écologiste du climat et du développement durable, et aussi la nouvelle ministre des Affaires étrangères, qui était notre ancienne première ministre, tous ces ministres ont, dans leur plan d'action sur la législature, eh bien, repris la notion d'écocide et l'ont donc décliné dans leurs compétences politiques. Et donc, je crois que c'est vraiment positif. Donc, on est vraiment au tout début d'un chantier important qui s'ouvre. Attention, pas de naïveté, ce sera évidemment compliqué et nous devrons faire face, et ça, Marie et Valérie connaissent très bien évidemment aussi en France, nous devrons faire face à certainement des forces plus conservatrices, peut-être aussi des lobbies, mais je crois que c'est un chantier politique important qui s'ouvre avec déjà un très très bon ancrage dans l'accord de gouvernement. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle ici, je crois que c'est important de le dire, en Belgique, en tout cas à la Chambre, c'était un fameux débat. Beaucoup de personnes me demandaient, mais enfin Samuel, est-ce que tu ne vises pas là juste des accidents environnementaux, finalement des cas qui pourraient comme ça se passer, mais de manière purement accidentelle? Non, non, clairement pas. On vise effectivement des dommages graves, étendus, durables, commis contre l'environnement, contre nos écosystèmes. Et puis, on ne vise pas simplement le passant qui jette sa cigarette dans la rue ou sur le trottoir. On vise clairement les cas les plus graves qui mettent en danger, mettent en péril la planète que nous habitons. Et là, il faut bien reconnaître qu'au niveau belge, mais comme c'est le cas dans, évidemment, le droit pénal de beaucoup de pays européens, la plupart, il y a un vrai vide juridique. Parce qu'aujourd'hui, et ça Marie l'a dit, mais
il y a vraiment une dimension morale et une dimension symbolique, sociétale importante en fait à travers le droit pénal. Le droit pénal aujourd'hui, il vous protège contre le vol, il vous protège contre des cas de corruption, le droit pénal vous protège contre évidemment des agressions physiques, mais ce qui est terrible, c'est qu'il ne nous protège pas encore contre les crimes les plus graves commis contre la planète. Et ça, c'est vraiment ce que nous visons à travers la reconnaissance du crime d'écocide en Belgique et au niveau international. Moi, je le dis encore une fois, mais je me suis simplement basé sur le travail incroyable qui a déjà été réalisé par Valérie et l'association Stop Ecocide au niveau international. Et riche de ce travail de la société civile, eh bien, c'est vraiment une lacune juridique que nous voulons combler au niveau belge. Au niveau belge, mais aussi au niveau de la CPI. Parce que ça, Valérie l'a dit, on a aujourd'hui l'article 8 du statut de Rome qui comprend des crimes environnementaux, mais uniquement commis en temps de guerre. Et donc, il nous semble vraiment capital de pouvoir étendre cette définition et le champ d'application au temps de paix. Parce que quand on pense au barrage de Brumadinho au Brésil qui s'effondre à cause de fautes majeures d'un géant minier, quand on pense à Monsanto, quand on pense à de terribles pollutions comme l'Erika, la marée noire au large de la Bretagne, avec des répercussions jusqu'ici, y compris en Belgique, eh bien, ce sont des crimes d'écocide qui sont souvent commis aussi en temps de paix. Et donc, pour nous, il y a vraiment urgence à faire ce pas. Et évidemment, c'est une véritable révolution juridique, puisque à travers cette reconnaissance d'un nouveau crime autonome, transversal d'écocide dans le droit pénal domestique et international, il y a aussi cette reconnaissance d'une interdépendance intrinsèque entre l'être humain et la planète et nos écosystèmes. Et donc ça, c'est évidemment très, très important aux yeux des écologistes, aux yeux des Verts, ici en Belgique. Pour nous, clairement, on a entendu les jeunes dans la rue marcher pour le climat. On a vu les manifestations monstres en 2018, en 2019. On a vu la marée verte lors des dernières élections où voilà, aujourd'hui, je siège au Parlement fédéral dans le deuxième groupe, le deuxième groupe de la Chambre des représentants, c'est le groupe des Verts. Donc, c'est vraiment énorme. Et il nous semble que si nous voulons prendre au sérieux, finalement, l'appel des citoyens dans la rue, l'appel des jeunes, l'appel des électrices, des électeurs, eh bien, il faut aussi pouvoir transformer les paroles en actes concrets, et ça, y compris évidemment dans le droit pénal, dans le code pénal. Alors, vous dire aussi que ce que nous visons, c'est clairement, et ça fait le lien aussi avec ce que Marie disait, avec l'enjeu de la compétence et de la juridiction universelle. Nous avons déjà en Belgique un titre 2 bis dans le code pénal qui concerne les crimes de droit international. Et donc les crimes de guerre, évidemment, le crime contre l'humanité, le crime de génocide. Et là, tout simplement, ce que nous visons, c'est un ajout, un amendement de ce code pénal et un ajout dans ce titre 2 bis sur les crimes de droit international. Il nous semble en effet que le crime d'écocide, pour pouvoir être concrétisé, pour pouvoir être respecté et promu de manière correcte et décente, devrait suivre le même régime de procédure pénale que les autres crimes de droit international qui, eux, connaissent bel et bien une compétence universelle. Et donc, très concrètement, nous avons ici à Bruxelles, au parquet fédéral, un procureur fédéral qui peut donc effectivement poursuivre, qui pourrait donc poursuivre des entreprises, y compris à l'étranger, pour des crimes commis contre la planète. Et donc ça, il nous semble que c'est vraiment finalement une petite adaptation qui est nécessaire. Il ne faut pas nécessairement réinventer la roue. Nous avons déjà un régime pour ces crimes de droit international que nous visons simplement aujourd'hui à compléter. Et donc vraiment, pour nous, c'est non seulement une révolution juridique, mais aussi un fameux tournant politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien s'en rendre compte, c'est en fait l'impunité qui domine.
moi, quelque chose qui m'a fort marqué quand je lisais les articles de presse qui couvraient l'affaire judiciaire sur l'Erika, c'était la responsabilité pénale. Et il faut bien se rendre compte que l'amende qui était en fait imposée à, suite à ce terrible, cette terrible marée noire de l'Erika en France, avec 20 000 tonnes de fuel qui ont souillé toute la Bretagne et toutes les côtes de la France, ben c'était, je pense, seulement 375 000 euros. 375 000 euros comme amende, vous en conviendrez, c'est assez ridicule. Et donc, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse maintenant reconnaître aussi la valeur de la planète, la valeur de nos écosystèmes, encore une fois, dans le droit pénal. Parce que c'est important de prévenir. Et nous devons justement utiliser ce code pénal comme moyen de dissuasion pour ces crimes qui souillent la planète. Donc voilà, de bonnes nouvelles du côté de la Belgique, grâce au travail de Valérie, aussi grâce au travail de réseau mené par Marie au niveau européen, au niveau international, avec cette alliance interparlementaire, mais un travail qui ne fait que commencer. Et donc, c'est un fameux chantier qui s'ouvre. Dans l'accord de gouvernement, il est aussi écrit que nous demanderons l'avis d'experts juridiques. Et donc, clairement, on aura un œil très, très attentif sur la superbe initiative qui a été lancée par Stop Ecocide et dont Valérie a parlé, qui vise justement à demander à des experts internationaux en droit international, comme Philip Sands, un très, très connu à Londres et au-delà. Et donc, vraiment, leur travail sera déterminant aussi pour nous en Belgique. Mais je crois que, de nouveau, cette expérience politique, elle ne vise qu'à être renouvelée à l'étranger. Et ça, vraiment, grâce au travail de mise en réseau. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment ravi de pouvoir engager la discussion avec vous ce soir et avec les Verts de France et hors de France et d'ailleurs. Oui, merci beaucoup Samuel de cette intervention qui est effectivement très encourageante. J'ai retenu le fait aussi qu'on travaille ensemble et qu'ensemble on est plus fort, et le fait aussi de discuter ensemble des actions que vous pouvez mener dans vos pays ou en Europe ou même à l'international avec l'intermédiaire de Valérie. On sent vraiment une dynamique et c'est très important pour la suite qu'il va falloir mener pour donner des droits à la nature. Je vais maintenant prendre des questions, si vous le voulez bien, dans le chat qui nous ont été posées par nos téléspectateurs, si je veux bien. Alors, concernant une question par rapport à Valérie, ma question concerne la reconnaissance de l'écocide en droit français. Les jurés non professionnels des cours d'assises sont-ils les mieux placés pour juger les écocides? Très technique juridiquement, j'imagine. Alors, pour l'instant, comme l'a expliqué Marie, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout puisque le gouvernement n'a pas retenu comme définition du crime d'écocide ce que l'on entend nous, à savoir un crime qui est à la même hauteur que le crime contre l'humanité, que le crime de génocide. Et donc, des actions qui peuvent être menées par la destruction de l'environnement naturel au point de menacer la vie de populations entières, humaines et non humaines, ou menacer les conditions de vie des générations futures. Donc, on parle de crimes internationaux graves. Et le gouvernement donc, est parti sur un délit d'écocide en lien beaucoup plus avec le droit administratif aujourd'hui, et d'ailleurs a refusé de reconnaître le crime d'écocide parce qu'il considère que ce crime doit, d'une part, comporter un caractère intentionnel pour qu'il puisse être jugé en tant que crime. C'est le cas depuis 1994 en France. On a une distinction, et donc cette dame qui me pose la question parle justement des jurés d'assises parce que en France, donc, il faut qu'un crime soit intentionnel pour être jugé par les jurés d'assises. Si on en arrivait là, on serait dans une situation où il n'y aurait pas que les jurés à former, il y aurait aussi les magistrats. Il y aurait en fait, je dirais, tout le corps
judiciaire à former, et c'est d'ailleurs une des choses que commence à envisager le gouvernement en prévoyant, parce que même pour les délits contre l'environnement, on manque aujourd'hui de juridictions spécialisées pour pouvoir juger de ces faits. Voilà, donc simplement, je voulais remettre les choses effectivement comme pour conclure ce que disait Marie tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas du tout de la même chose, et si on a énormément critiqué le gouvernement sur ses propositions en lien avec le délit d'écocide, c'est pas tant sur les mesures qu'il proposait pour faire avancer et renforcer le droit pénal de l'environnement en France, qui est tout à fait une bonne chose, c'est le fait d'avoir utilisé ce terme d'une manière, je dirais, opportuniste, hein, de manière à donner l'illusion qu'il répondait à l'attente des citoyens de la Convention climat, qui, eux, pour le coup, avaient très bien compris ce qu'ils entendaient par un crime d'écocide, et qui, de fait, en le reconnaissant, oblige la France, oblige tous les États qui aimeraient le reconnaître à un véritable changement de paradigme. C'est une révolution juridique, comme le disait Samuel, politique, mais c'est aussi une révolution philosophique, parce que ça veut dire très concrètement que l'on accepte d'une part de reconnaître la menace que peut constituer la destruction de la nature dans le cadre des liens d'interdépendance qu'a l'humanité avec le reste du vivant, et donc de reconnaître que de porter atteinte à la sûreté de la planète, c'est porter atteinte en fait à la vie elle-même. Alors il ne s'agit pas en fait d'un crime, moi je ne dis pas un crime contre la planète, parce que la planète, ça pourrait être un caillou que ça resterait une planète. Donc c'est vraiment une atteinte aux conditions de la vie, et aujourd'hui, les activités industrielles qui sont à l'origine de la destruction de la vie sur Terre ou du changement climatique à un point tel que la Terre devienne inhabitable pour les générations futures, sont en train de commettre un crime contre l'humanité, et au-delà, un crime contre tout ce qui vit, l'humanité faisant partie du vivant. Et pour répondre à une autre question en lien avec cela, sur ce fameux caractère intentionnel, c'est là où effectivement tout se joue dans la définition du crime d'écocide, parce que ce que l'on veut, enfin ce que moi je vais appeler de mes voeux, en tout cas dans ce comité de rédaction sur la définition, c'est de s'appuyer sur une partie de l'article 30 du statut de la Cour pénale internationale qui pose l'élément moral de l'intention d'une part, mais qui pose aussi dans la définition des crimes contre l'humanité l'élément moral de la connaissance. Dans ce présent article, il est dit: lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements, et dans ce cadre-là, connaître et en connaissance de cause s'interprète en conséquence. Ce qui veut dire que le statut de Rome peut permettre effectivement aujourd'hui de pointer du doigt la responsabilité des gros pollueurs climatiques, les grandes sociétés pétrolières, des compagnies minières, des compagnies d'énergie nucléaire, de manière à démontrer, et c'est possible aujourd'hui, démontrer que toutes ces compagnies continuent à investir, à explorer, à produire des énergies ou des technologies qui sont en train de détruire les conditions de la vie sur Terre. Et ils savent qu'ils le font, puisque nous savons par exemple pour les compagnies pétrolières, dans des rapports internes qui ont été divulgués, que depuis des décennies, ils sont conscients bien évidemment de leur impact sur le climat. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de façon précise de définir à quel moment on considère qu'une activité devient une menace à la sûreté de la planète, une menace à l'habitabilité de la Terre. C'est ça qui est compliqué. Et c'est là où moi je dis qu'il faut s'appuyer sur la science, et qu'on a aujourd'hui, par exemple, cette théorie scientifique des limites planétaires qui permet de définir des seuils au-delà desquels on ne doit pas se rendre si on ne veut pas que la Terre devienne inhabitable. Ces seuils concernent le climat, la biodiversité, l'océan, l'usage de l'eau douce, la qualité des sols, la déforestation. Ces seuils ont été définis scientifiquement et pourraient nous aider
à sortir d'une définition du crime d'écocide habituelle qui s'appuie beaucoup plus sur le droit humanitaire, c'est-à-dire finalement le droit de la guerre, les conventions de Genève, la convention ANMOD sur les armes qui modifierait l'état de l'environnement, et donc d'être plus précis, d'être plus en phase finalement avec notre temps et de faire ce que Greta Thunberg nous demande, c'est-à-dire écouter la science pour déterminer aujourd'hui ce qui est encore tolérable en termes d'activité humaine ou ce qui ne l'est plus. Tout dépend effectivement si on se préoccupe des conditions de vie des générations à venir dans 30, 40, 50, 80 ans. Et quand scientifiquement on regarde ce qui va se passer, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et donc, il s'agit aujourd'hui de dire certaines activités doivent devenir illégales. Voilà. Et ce qui s'est passé en France avec le délit d'écocide, et je fais la boucle et je m'arrête là, c'est qu'en fait, on ne fait que renforcer des peines d'activités qui sont déjà reconnues comme illégales. Mais en aucun cas, on y intègre des activités qui sont aujourd'hui légales et qui pourtant constituent une menace à la sûreté de la planète. Et c'est là où tout se joue et où le changement de paradigme est fort. Et c'est là aussi où la compétence universelle est importante pour lever la souveraineté des États qui cherchent à protéger leurs intérêts particuliers économiques et qui, en maintenant ces activités économiques, menacent les conditions de vie de populations plus vulnérables ailleurs dans le monde. Voilà. Merci Valérie. Peut-être pour rebondir, justement, peut-être parler d'un exemple de crime d'écocide, peut-être avec Marie, puisque c'est une question qui est posée à Marie concernant la pêche électrique au sein de l'Union européenne. Et là, c'est effectivement, ça se passe aux Pays-Bas. Donc, la question d'un de nos spectatrices, c'est donc un exemple de crime d'écocide pourrait-il être la pêche électrique au sein de l'Union européenne? Dans ce cas, comment imaginez-vous des recours futurs contre les Pays-Bas qui continuent cette pratique, la Commission elle-même qui tarde à sanctionner les Pays-Bas et à mettre fin définitivement à cette pratique? Un autre exemple similaire serait le massacre collatéral actuel des dauphins par les pêcheurs français, pour lesquels la Commission a rappelé à l'ordre la France sans succès. Donc, on voit bien aussi que les citoyens voient ce qui se passe, mais on s'imagine, enfin, on voit aussi qu'il y a une certaine impuissance, quoi. Il y a des sanctions, mais là, je vois très bien la pêche électrique ici aux Pays-Bas, elle continue et elle fait des gros dégâts, elle détruit tous les fonds marins, donc c'est une catastrophe. Donc voilà, Marie, votre avis sur le côté par rapport à l'Union européenne et ce qu'on peut faire? C'est là où c'est quand même un peu compliqué, parce que dans ce que vient de décrire Valérie, derrière, ça veut quand même dire qu'à la fois on rend illégal un certain nombre d'actes, à la fois tout n'est pas concerné par l'écocide en particulier. Donc ça, Samuel l'a aussi signalé. Et d'ailleurs, j'essaie d'être très vigilante sur la question, parce que ce qu'on nous reproche, c'est de faire du populisme pénal, enfin de vouloir mettre tout le monde en prison. Et en réalité, l'écocide, ce sont les graves atteintes contre l'environnement, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus surprenant et dangereux que ces crimes-là ne soient pas encore condamnés. Donc dans le cas de la pêche électrique aux Pays-Bas, bon, on se bat pour faire interdire la pêche électrique. Si on avait la reconnaissance des crimes et délits autonomes dont je vous parlais tout à l'heure contre l'environnement, alors on aurait effectivement moins besoin de se battre pour l'interdiction administrative de la pêche électrique. Parce qu'en fait, de facto, il y aurait une condamnation de ces atteintes graves aux poissons, voire peut-être un petit peu aussi à la flore marine, du fait de la pêche électrique. Quant à dire qu'il s'agirait là d'un écocide, je ne suis pas sûre. Voilà, j'essaie d'y aller avec prudence quand je parle de l'écocide. Et je le fais d'autant plus que s'il y a quelques années, on avait peine à faire percer le terme d'écocide, aujourd'hui, on a le risque inverse, c'est-à-dire que tout le monde utilise le terme d'écocide pour un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que du coup, voilà, nous, quand on parle de l'écocide, on est écouté, quoi. Et du coup, le fait de ne pas tout dénoncer comme étant un écocide est aussi assez important. Et je pense d'ailleurs que voilà, on est ici dans un événement politique. Quand on fait de la politique, c'est important d'utiliser les bons mots. D'ailleurs, quand on dit au gouvernement français ne galvaudez pas l'écocide, ne videz pas le mot de son sens, ne mettez pas une autre définition, il y a aussi cet enjeu-là derrière. Voilà, donc sur ce sujet-là, je dirais rien. Après, pour revenir quand même un petit peu juste sur la question d'avant,
aujourd'hui, ce qu'on nous dit en France en tout cas, et j'espère que ce ne sera pas ce qui va se passer en Belgique ni dans les autres pays du monde, mais c'est anticonstitutionnel de reconnaître l'écocide. Il y a ce problème de l'intentionnalité dont Valérie a parlé. Et effectivement, il faudrait passer par la cour d'assises, un jury citoyen, et ça, c'est pas possible, etc. Bon, Valérie l'a dit, on a déjà un problème de formation des magistrats, de la police, de la gendarmerie. Voilà, donc là, il semble qu'il y ait quelques ouvertures en France, mais enfin, il faudra quand même que le budget suive, et puis il était temps. Mais on a toujours ce travail-là à faire. Et sur les jurys citoyens, moi, j'ai tendance à être moins circonspecte que d'autres sur le fait qu'ils puissent traiter des questions environnementales. On parle d'écocide. En réalité, tout le monde peut bien comprendre que quand il y a une explosion nucléaire ou l'explosion de Bhopal ou enfin, l'utilisation de l'agent orange ou l'épandage intensif de chlordécone sur les Antilles, je pense que les citoyennes et les citoyens sont en capacité de comprendre qu'il s'agit là de graves atteintes. Maintenant, si effectivement on considère que ça relève d'une technicité peut-être un peu difficilement appréhendable par les citoyens lambda, alors on peut tout à fait imaginer que l'on ait des procédures particulières, comme il en existe déjà, par exemple sur le trafic de stupéfiants en bande armée, parce qu'on a tellement peur qu'il y ait une pression sur les jurys citoyens, sur les jurés, qu'on met en place des procédures particulières. Et d'ailleurs, en France, il y a un débat au sein du monde judiciaire sur la suppression complète ou non de ces jurés d'assises. Je ne dis pas ça pour dire que je suis pour. Je pense que les jurés d'assises ont leur utilité, ont montré leur utilité dans l'histoire. Et voilà. Donc, ce n'est pas le débat. Par contre, ce que ça montre, c'est que ce qu'on nous répond quand on nous dit « mais attendez, ce n'est pas possible », en vrai, c'est déjà possible puisqu'on l'a fait ailleurs dans le droit. Et quand on nous dit le crime d'écocide est anticonstitutionnel parce qu'il n'est pas assez précis, je vais vous dire combien de dispositions dans le droit existant sont déjà relativement floues et font malgré tout l'objet de lois, y compris dans le code pénal. J'ajoute qu'en plus de ça, j'essaie de vous redonner des arguments, mais j'ajoute qu'en plus de ça, il y a toujours une question d'interprétation des juges. Et même sur ces fameux crimes contre l'humanité, sur ces crimes les plus graves, eh bien, à un moment, on va trancher, est-ce qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité ou est-ce qu'il s'agit d'atteinte de violence extrêmement grave et condamnable, mais qu'il ne s'agit pas de crime contre l'humanité. À chaque fois qu'un juge se trouve devant un dossier, quel qu'il soit, il regarde aussi les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes, celles qui sont écrites dans les textes, mais aussi celles qui portent le contexte de la commission de l'acte et du dommage. Donc tout ça, ce sont pour moi des arguments vraiment de mauvaise foi, de mauvais escient, de la part de personnes qui ne souhaitent pas reconnaître l'écocide, mais qui en plus de ça, ne souhaitent pas reconnaître les atteintes autonomes à l'environnement et donc la valeur intrinsèque de la nature dont je vous parlais tout à l'heure. Je finirai en disant quand même que côté français, on a des grandes inquiétudes à avoir sur le greenwashing de la France, pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans un an, quand la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Parce que ce qui semble être sur la table de la France aujourd'hui, ce sont des opérations de greenwashing. Je rappelle qu'on aura à la fois la discussion sur la directive de 2008 sur le droit pénal de l'environnement et le renouvellement du glyphosate, et que sur ces deux sujets, il est fort probable que le président Macron, en pleine campagne électorale, prenne son bâton et aille faire le joyeux luron qui va guider les troupeaux perdus et rendus aveugles. Et c'est d'autant plus pour cela qu'il est extrêmement dangereux de voir l'écocide adopté avec une définition galvaudée en France, parce que si c'est la même définition que Macron va aller porter dans un an auprès de l'Union européenne, alors là, on aura eu un vrai recul en arrière pour la reconnaissance de l'écocide tel que discuté par la communauté internationale, encore une fois, depuis 60 ans. On aura fait un vrai pas en arrière et il serait difficile de revenir dessus. On va peut-être pas finir là-dessus, Marie. Ce serait peut-être bien qu'on reste sur un côté positif. Et là, je vais juste redonner la parole à Samuel. Voilà, Samuel doit partir. Alors... Oui, c'est pour ça. Je vais redonner la parole à Samuel pour d'abord le remercier d'avoir été parmi nous ce soir, d'être intervenu concernant donc la Belgique. Et bon, il nous a annoncé des bonnes nouvelles et on va lui souhaiter bon courage pour la suite. Enfin, on se souhaite bon courage pour la suite parce qu'on est tous sur le même bateau. Donc, Samuel, si vous voulez rajouter quelque chose, la parole est à vous. Oui, désolé, je vais devoir vous quitter dans un instant, mais vraiment encore merci pour cette super soirée d'échange, de débat. Je crois qu'encore une fois, c'est vraiment super important de coopérer et de travailler ensemble.
Moi, je dois vous dire qu'en juillet, quand on a lancé cette initiative parlementaire visant la reconnaissance du crime d'écocide en Belgique, la première des réactions, en fait, était plutôt étonnée et les gens me demandaient, mais enfin, est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Euh, Comment ça se fait qu'on doive, en 2020, au 21e siècle, reconnaître un nouveau crime autonome qui concerne finalement les crimes les plus graves commis contre les conditions de vie sur Terre, pour reprendre l'expression exacte de Valérie. Et c'est vrai que c'est étonnant, c'est vrai que c'est hallucinant. Et donc moi, un petit peu comme... je crois vraiment que, comme Marie, il faut quelque part faire confiance au bon sens populaire. Euh, c'est assez incroyable de voir à quel point les citoyens et les citoyennes sont enthousiastes quand il s'agit de reconnaître ce nouveau crime d'écocide. Parce que pour pas mal de gens avec qui je parle, franchement, ça semble être l'évidence même. En revanche, et c'est quelque part contre-intuitif parce que nous sommes ici trois juristes à intervenir, je dois bien avouer que dans les discussions que j'ai pu avoir avec des juristes spécialisés dans le droit de l'environnement, je dois bien reconnaître, concéder que les réactions sont plutôt timorées et il y a un certain conservatisme qui vise à dire, mais enfin, êtes-vous sûr de votre compétence? Ne pensez-vous pas qu'il serait mieux de commencer par une approche plus mesurée au niveau local, au niveau régional? Et la vérité, c'est que nous avons déjà un droit environnemental, y compris un droit pénal de l'environnement qui est assez développé, d'ailleurs assez technique. Chez nous, c'est au niveau des régions et donc des entités fédérées que tout ça s'organise. Mais encore une fois, et on l'a assez rappelé, mais c'est vraiment important, ce que nous visons ici, c'est vraiment la reconnaissance des crimes les plus graves, des dommages les plus graves contre l'environnement, des dommages les plus étendus, les plus durables. Et donc, je crois que c'est effectivement important, comme l'a fait Marie. Vous savez, on ne parle pas de génocide pour n'importe quel crime. Quand on reconnaît un crime de génocide, euh, c'est vraiment qu'on vise l'éradication consciente de toute une population, de tout un peuple, de toute une ethnie. Quand on a parlé, quand le journal Libération a parlé et a prononcé ces mots très forts en première page de génocide contre les Ouïghours en Chine, dans la province du Xinjiang, ça a vraiment fait l'effet d'une petite bombe en Europe, pas seulement en France. Et donc, je crois que c'est aussi important, effectivement, de réserver le qualificatif d'écocide aussi pour ces dommages les plus graves et de ne pas commettre l'erreur du gouvernement français de ces derniers jours de vouloir réduire l'écocide à un simple délit et finalement à dénuer de sens ce nouveau crime. Parce que vraiment, il y a un appel aujourd'hui citoyen qui est très fort, de la communauté internationale aussi, pas seulement en France, mais ailleurs, comme vous le voyez, y compris ici en Belgique, pour enfin faire ce pas dans la direction de cette nouvelle révolution donc, juridique et politique. Voilà, je vous laisse ici, mais vraiment au plaisir de continuer les échanges et à très très bientôt. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup et à très, très bientôt. À bientôt. Bonsoir. Merci Samuel. Oui, bah écoutez, il nous reste 10 minutes et je rejoins Samuel, effectivement, hein, il y a on sent une montée citoyenne par rapport à défendre les droits de la nature parce qu'effectivement, on s'aperçoit vite et bien que ben, c'est notre terre qu'on est en train de détruire, c'est notre terre nourricière, c'est l'air, l'eau, c'est ce qu'on mange, donc ça nous touche l'humain, mais pas seulement les humains, ça touche aussi le non-humain, le végétal et les animaux. Et je pense que la crise de la paix, on n'a pas parlé de la pandémie de la Covid-19, mais là aussi, c'est quand même un élément concernant la destruction de notre terre-mère. Là, on est en train vraiment d'avoir, c'est un symptôme, cette Covid-19. Donc, avant de nous quitter et avant de vous laisser la parole à Valérie et à Marie pour clôturer, ainsi qu'à Bertrand, je voudrais présenter deux ouvrages. Donc, donc, je ne sais pas si vous le voyez. Ah, vous ne le voyez peut-être pas. C'est Le nouveau droit pour la terre de Valérie Cabanès, que Valérie a écrit en 2014, je crois. Et surtout, Homo Natura, vous ne le voyez pas, hein,
Ah, ça y est, vous voyez. Homo Natura aussi, qui est aussi un petit bouquin qui fait 115 pages. C'est vraiment une Bible et ça peut vous aider pour ceux qui nous écoutent pour justement aller plus loin dans tout ce qu'on vient de partager. Et un bouquin aussi qu'a écrit aussi Marie avec Priscilla Ludowski. Et là aussi, très intéressant, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, mais justice climatique et justice sociale. Et ça fait partie aussi de nos programmes, nous, des Français de l'étranger, de parler d'écologie, mais aussi de parler de justice sociale. Et l'un ne va pas sans l'autre, ça ne fait qu'un. Donc, c'est vraiment une source d'exemples et surtout ce qui se passe sur les Antilles avec les bananeries, c'est assez intéressant et ça prouve que vraiment, on ne prend vraiment pas soin de notre terre-mère. Et un autre petit bouquin aussi qui s'appelle Manifeste, enfin, comment nous allons sauver le monde, Manifeste pour une justice climatique. Là aussi, c'est intéressant parce que ça rappelle un peu l'historique, la notion d'écocide. Donc ça, ce sont des éléments que vous pouvez retrouver et qui peuvent vous aider dans vos actions sur le terrain pour défendre les droits de la nature. Et puis un autre ouvrage aussi de Marie-Monique Robin, donc, qui est Le Roundup face à ses juges et le film qui a été tourné à La Haye. Voilà, écoutez, je vais vous laisser la parole pour terminer. Je vous remercie. Et puis, je vais peut-être commencer par... Excusez-moi, j'ai coupé avant. Je vais vous laisser la parole, Marie, maintenant, peut-être pour clôturer, nous dire un dernier mot. Et continuons à travailler ensemble, citoyens, militants, les mouvements collectifs, les politiques aussi, et les futurs élus et les élus. On a aussi tous un rôle à jouer pour sauver la terre sur laquelle on vit. Voilà, si on veut continuer à vivre dans des conditions qui me paraissent bien embêtantes là en ce moment. Mais bon, je vous laisse la parole, Marie. Mettez votre micro. Hein. Non, je disais, ok, donc il faut que je décide de ce que sera le mot de la fin, mais peut-être du coup, je vais un peu décrocher de cette question-là. Mais évidemment, la pandémie zoonotique qu'est la Covid-19 tient sa source dans l'écocide de la biodiversité. Et il y a un autre écocide en cours qui est celui notamment qui a poussé la Convention à demander la reconnaissance du crime d'écocide, qui est le réchauffement climatique. Avec un très petit nombre de firmes, une cinquantaine, qui sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle en réalité. Et il se trouve qu'on célèbre en ce moment les 5 ans de l'accord de Paris et les 2 ans de l'affaire du siècle aussi, les 2 ans de la mobilisation des Gilets jaunes aussi. Qu'on est juste après, je tiens à le souligner parce que je pense que la question de la justice climatique va avoir des effets majeurs sur l'ensemble de nos régimes politiques. Et j'associais moi beaucoup la mobilisation des Gilets jaunes contre la hausse injuste de la taxe des carburants, donc pas contre l'existence d'une taxe sur les carburants, pas contre l'action climatique, contre la hausse injuste de la taxe sur les carburants, et la mobilisation des étudiantes et des étudiants chiliens pour avoir accès à des transports accessibles. La mobilisation des étudiants au Chili a mené à un référendum pour un changement constitutionnel et donc on a une mobilisation pour la justice climatique qui se transforme en un changement de régime. En France, on aurait pu avoir la même chose du fait des Gilets jaunes. On a un gouvernement qui n'écoute pas les demandes de démocratie, de justice sociale et d'écologie. Donc le changement de régime va peut-être attendre un peu, mais enfin ça pourrait arriver. Et surtout, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est que, OK, et le PNUE a d'ailleurs publié un rapport ce matin pour le montrer, OK, il y a eu une baisse des émissions de gaz à effet de serre cette année, peut-être même déjà un petit peu l'année dernière au niveau international, mais enfin, les émissions peuvent toujours remonter, et d'autant plus qu'on investit toujours, encore et encore, dans les énergies fossiles à travers la planète, et on est très très loin des 7,5% de baisse nécessaires par an au niveau mondial pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5/2 degrés Celsius. D'ailleurs, les scientifiques nous disent qu'on pourrait arriver et atteindre les plus 1,5 degrés Celsius au niveau mondial avant 2030. Et donc, on est dans une période très particulière. Au moment de la signature de l'accord de Paris, on avait dit dans 5 ans, l'accord de Paris rentre en fonctionnement, mais par contre, on ne va pas perdre ces 5 ans, il faut absolument agir parce qu'en 2020, on doit avoir atteint un pic d'émissions et en 2030, avoir complètement changé de modèle. On n'en a pas pris la trajectoire et il faut aller plus vite, il faut être plus ambitieux dans l'action pour le climat et en ayant en tête ce fait-là, que la destruction de la nature se fait souvent au préjudice
de la justice sociale, du respect des droits fondamentaux, mais aussi des droits sociaux des populations, des peuples autochtones, mais pas que, d'un certain nombre de populations. Et un rapport qu'a sorti Oxfam hier le montre. Sur les dernières années, depuis 1990, les émissions des plus pauvres ont bien décru, mais les émissions des Européennes et des Européens les plus riches ont augmenté. Et les 10% des Européens les plus riches polluent autant, sinon plus, que la moitié des Européens les plus pauvres. Donc oui, on a besoin d'accroître notre travail pour le climat. Mettre fin à l'écocide, c'est à la fois agir plus vite, plus fort, en condamnant celles et ceux qui créent le changement climatique, voilà, c'est-à-dire qui créent l'écocide, et puis en garantissant la justice sociale, ce qui est une absolue nécessité. Et cette question-là sera, je pense, structurante pour les années à venir. Et du coup, j'en profite pour faire la page de pub et pour vous inviter, mais demain à 18h, Notre Affaire à tous, qui a publié aujourd'hui un grand rapport sur les inégalités climatiques, lance avec un webinaire spécial ce rapport. Ce sera à 18h sur la page de Notre Affaire à tous. Tout le monde est bienvenu. C'est un rapport extrêmement important qui réunit les connaissances qui ont été trouvées, sachant qu'il n'en existe pas tant que ça, mais quand même, il y a eu un travail énorme qui a été fait pour présenter voilà, les inégalités climat sous toutes leurs formes. Et je finirai juste en disant, quand l'administration Biden a gagné, elle n'est pas encore en place, mais a gagné, elle a dit l'accord de Paris, il faut y revenir, mais il ne suffit pas. On va s'attaquer et on va soutenir les actions en justice menées contre les carbon majors, ces super pollueurs, ces multinationales super pollueuses qui ont causé l'écocide. Hein. Bon, c'est des recours en responsabilité civile, mais enfin, c'est déjà ça. Et on va mener une politique de justice environnementale, c'est-à-dire qu'on va aller combattre les pollutions, surtout là où elles touchent les plus vulnérables, parce qu'on sait que c'est là qu'elles sont les plus fortes. Eh bien, en Europe, on n'a pas trace de ça, ni de la volonté d'aller plus loin que l'accord de Paris. Demain et après-demain, on va discuter de 55%, le Conseil européen, ce qui est minable, enfin voilà, pour être clair. Et on n'a toujours pas de politique de justice climatique et environnementale, sociale, au sein de notre territoire. Donc c'est aussi l'un des combats auxquels on doit s'atteler. Merci Marie. Valérie, peut-être un dernier mot de fin? C'était oui, très bien. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Je voudrais juste rappeler qu'en tout cas, ce travail qui est en train ce travail de fond qui est en train d'être mené pour demander à reconnaître l'écocide en droit national, il est en train d'avancer aussi en Suède, aussi aux Pays-Bas. Depuis quelques semaines, des motions sont déposées pour demander, comme en Belgique, à travailler sur la reconnaissance du crime d'écocide. On voit bien aussi que quand les citoyens sont informés, les fameux 150 citoyens de la Convention climat en France, qui ont pris du temps, à qui on a apporté une information éclairée pendant des mois, ont été en capacité de proposer des solutions innovantes et structurantes, et par la demande de reconnaissance du crime d'écocide, ils appellent justement à ce que l'on sorte de nos cadres de référence en Occident. C'est pour ça que les juristes, comme le disait Samuel, en droit de l'environnement, sont un peu désarçonnés, parce qu'on leur demande en fait de changer complètement d'angle de vue. On leur demande de réintégrer l'humain dans le vivant et d'organiser la société et donc les lois, les règles du vivre ensemble, les politiques publiques autour d'un nouvel axiome qui est de reconnaître que l'humanité ne peut pas survivre sans protéger ses conditions de vie naturelles, et surtout qu'il nous faut aujourd'hui réorganiser la vie en société en respectant un plafond écologique qui sont les limites que la planète nous offre pour rester habitable, et puis un plancher social, comme le disait Marie, qui permettre justement de respecter les droits des plus vulnérables. Et c'est intéressant de voir que cette idée donc d'un plafond écologique et d'un plancher social a été élaborée sous forme d'une proposition économique par Kate Raworth, qui a été reprise pendant le confinement d'ailleurs par la ville d'Amsterdam. Et je vous invite, en tout cas si vous êtes effectivement intéressé par ces sujets-là, dans la construction de projets politiques innovants,
de vous intéresser à cette théorie qu'on appelle la théorie du beignet, de donut, voilà, et qui permet justement d'allier la justice climatique et environnementale à la justice sociale, parce que c'est vraiment là que tout va se jouer aujourd'hui. Et je remercie en tout cas toutes les personnalités politiques comme Marie qui s'engagent véritablement à mettre cela en œuvre. C'est un sacré challenge, mais je ne vois pas d'autre issue voilà, que celle-ci, si on ne veut pas couper la branche sur laquelle nous sommes tous assis, et qu'au final, ce soit notre propre espèce qui rejoigne le grand cortège des espèces en voie de disparition sur cette belle planète. Voilà, bonsoir en tout cas, merci. Merci Valérie. Le mot de la fin, Bertrand, peut-être? En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait un superbe échange. Je suis désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions dans le chat, mais bon, on essaiera peut-être d'y répondre après, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, merci. Bertrand, à toi. Merci beaucoup Catherine. Évidemment, on remercie encore nos intervenantes et Samuel qui est parti. Et avant de se laisser, de rappeler en fait que de notre côté, effectivement, nous sommes des militantes et des militants politiques et que donc pour notre travail, c'est de recueillir cette expertise, de partager, de se forger des argumentaires, d'arriver à évoluer dans nos réflexions. Je dois bien vous avouer que la première fois que j'ai vu arriver, ou c'était, je pense, il y a 4-5 ans, les notions d'écocide, de crime contre l'humanité, personnellement, en tant qu'historien très impliqué ou très intéressé par le XXe siècle et les différents crimes qui l'ont jalonné, je dois dire que j'ai été assez surpris et dérangé. Mais c'est bien, c'est aussi comme ça qu'on arrive souvent en étant confronté à de nouveaux concepts, à des choses qui nous surprennent, qui peuvent nous déranger, qu'on arrive finalement à creuser, à gratter et à se rendre compte en fait toute la profondeur qu'il y a derrière de tels concepts et en quoi est-ce que ça rejoint les enjeux de l'écologie politique et bien au-delà, comme tu le disais bien Valérie, finalement du futur de l'humanité ou même du présent et du futur de l'humanité. Et donc, c'est extrêmement nourrissant pour nous, ce genre de réflexion. D'ailleurs, on ne va pas manquer de continuer cette série de webinaires qui va nous emmener jusqu'à l'été prochain, 2021. Et donc, ce sera toujours la région hors de France, d'Europe Écologie L'Œil Vert qui organisera ça. Et on a quelques thématiques qui vont arriver, notamment celle de l'alimentation, de l'agriculture ou de la PAC. Et là, ce sera un collègue de Marie qui va venir nous rencontrer et partager ses expériences. Aussi un nouveau député, Benoît Biteau, voilà, qui est lui-même acteur, paysan et élu. Et donc ça, c'est une première thématique. On va aussi couvrir les enjeux sociaux, en fait, des Françaises et des Français vivant hors de France, aux quatre coins du monde, et un petit peu voir comment est-ce que notre communauté traverse la Covid et comment est-ce que les institutions françaises, les conseillers et consulaires peuvent les aider. Et finalement, aussi une thématique qui nous tient à cœur ici en Belgique, qui est la question de la post-colonisation ou la décolonisation, et un petit peu de comment est-ce que on gère tout cela historiquement et au niveau de la mémoire et au niveau aussi de l'enseignement. On espère bien arriver à couvrir cette thématique dans les mois qui viennent. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre, mais aussi à nous rejoindre. Avec grand plaisir de vous accueillir dans nos différentes locales, que ce soit à Kuala Lumpur, à Los Angeles, à Bruxelles, La Haye ou ailleurs. Vous serez toujours les bienvenus. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et j'en passe. Voilà. Merci beaucoup encore, Valérie, Marie. Merci, Catherine. Bonne soirée à toutes. Bonsoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.